Te présenter, nous dire mais qui tu es et d'où tu viens. Et je te poserai les autres questions par la suite. Thierry Sagalo, je vous remercie de m'avoir invité. Alors moi c'est Hélène Bouli, j'ai 42 ans, j'ai un petit garçon. Je suis conseillère et responsable de la plateforme mobilité Cité Maritime Bassin de Tours. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Liberté, égalité, fraternité, harcèlement. C'est un livre qui retrace d'abord mon arrivée à Montpellier et ce que j'ai pu rencontrer comme, on va dire, dysfonctionnement ici à mon ancien lieu de travail, la mairie de Montpellier. J'ai également tiré de beaucoup de choses positives, mais j'ai rencontré quelques difficultés que j'ai souhaité faire partager aux Montpelliérains et peut-être plus. Le harcèlement, considérons qu'en tant qu'être humain, il faut quand même reconnaître parfois qu'il y a des difficultés dans certains systèmes de l'administration, notamment quand nous rencontrons des dysfonctionnements. Dans mon part, en ce qui me concerne, ça a été beaucoup lié à mon aménagement de poste. Je tiens quand même à dire que je suis travailleur handicapé. J'ai comment dirais-je, un glaucome à l'œil gauche et j'avais surtout une dysphonie il y a 2 ans. Et suite à des restrictions médicales, mon ancien employeur a fait un blocus, on va dire. Pendant 11 ans, j'ai cumulé 40 contrats, 40 CDD, et à la fois, j'ai apporté beaucoup pour la ville de Montpellier. Il me semble aussi que j'ai redoré la vitrine de la ville de Montpellier avec des projets, comme par exemple des projets autour des valeurs de la République. C'est pas tout le monde qui font venir Madame Latifa Ibn Ziaten, souvenons-nous de cette maman qui milite justement pour la jeunesse, pour la paix. Sur mon temps personnel que j'ai fait venir à Montpellier, on a pu rencontrer plus de 1200 élèves. Je tiens quand même à remercier la ville de Montpellier puisqu'elle a quand même contribué, par exemple, aux salles, à certains points logistiques dont j'avais besoin. Deuxième grande personnalité qui était venue, c'est monsieur Lassana Batili. C'est le jeune homme le jeune malien qui avait sauvé les juifs lors de l'attaque du Charlie Hebdo. Et puis en termes d'égalité des chances, c'est monsieur Altrad. Je tiens quand même à remercier monsieur Altrad parce que très sincèrement, d'abord il m'a donné sa confiance professionnelle et surtout une forme de, comment dirais-je, de complicité professionnelle. C'est quelqu'un qui a reconnu effectivement tout le travail que je menais, aussi bien à la mairie et que je mène avec l'association. Parler de ce livre, c'est d'abord parler du pouvoir et du communautarisme. Parce que finalement, ce que j'en ressors de ces 11 années, c'est d'abord plus forte que jamais ma nouvelle identité, puisque j'ai quitté un poste d'adjointe administrative pour être aujourd'hui ailleurs, dans une autre structure, comme conseillère mobilité, responsable même d'une plateforme. Mais mieux encore, j'ai appris à connaître mes peurs, mes craintes, mes limites. Alors effectivement, je suis partie d'un échec, puisque après 11 années, on a décidé de se séparer de moi. On m'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Alors j'aimerais dire surtout aux membres de la CAP qui a commandité et qui a plus ou moins, on va dire, fléchi sur cette notion d'insuffisance professionnelle. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que ça veut dire insuffisance professionnelle quand on a travaillé plus de 11 ans. Je suis revenue au micro. Oui, alors ce que je te propose, c'est de te poser quelques questions bien précises. Comme ça, tu réponds à la question et ça sera comme ça peut-être plus structuré pour les internautes. Donc la question que j'avais en fait, c'est que tu viens de nous expliquer que tu as traversé 40 CDD. Peux-tu nous dire sur quel poste c'était, à quelle date et qu'est-ce qui a posé précisément problème? Alors je suis rentrée en 2006, mon premier contrat 2007,
Et j'ai travaillé jusqu'en 2017, jusqu'au 18 mai 2017, veille du conseil municipal, comme d'abord adjointe d'animation, puis après adjointe administrative. En tant qu'adjointe d'animation, je travaillais beaucoup autour de la réussite éducative, en mettant en place des projets, que ce soit de théâtre ou d'animation, pour les enfants entre 6 et 12 ans et 3 et 6 ans. Ensuite, à partir de 2014, j'ai eu une nouvelle mutation de service et je suis passée comme adjointe administrative, mais j'ai toujours pas eu de CDI. Donc je cumulais encore des contrats. En 2014, j'avais pointé un dysfonctionnement qui m'a valu d'ailleurs une espèce de burn-out, d'un coup, une pression pas possible. Du moment que j'avais pointé un dysfonctionnement, j'ai eu droit à la hiérarchie sur mon dos. On a voulu mettre fin d'ailleurs à mon contrat déjà en 2014. Je repars avec une fragilité en 2015. M. Sorel, à ce moment-là, me reconduit mes contrats jusqu'en 2017 comme adjointe administrative. Et là, ma mission était de mettre en place, d'instruire en fait les délibérations pour le conseil municipal pour la partie DPC, démocratie, de proximité, citoyenneté, pour les salles qui touchaient le secteur Port-Marianne. Le mot harcèlement est un mot très fort, assez lourd de conséquences. Peux-tu nous dire exactement ce qu'il en est, puisque tu parles de harcèlement? Alors, le harcèlement, en ce qui me concerne, il se définit sur plusieurs étapes. La première étape, ça a été du harcèlement administratif. On est en 2014, je cumule déjà 22 contrats. Je vois passer des visas administratifs avec des gens qui se font pré-titulariser, c'est-à-dire stagiairiser en 3 mois. 3 mois de mise en service. Déjà, les gens qui me connaissent savent qu'en termes de traitement d'égalité, il y a un truc qui ne va pas. Donc, il y a ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est les reproches, les intimidations. Du moment que j'ai commencé à parler de mes restrictions médicales, alors est-ce que c'est là où ils ont trouvé la faille, cette fois-ci un peu plus poussée? On m'a placardisé, puis appelé ostracisé. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ostracisé? C'est toutes les tâches qu'ils m'avaient données, que j'avais sur mon poste, on les a supprimées. Les notations, je tenais quand même à dire, pendant 11 ans, elles sont toutes excellentes jusqu'à début 2017, c'est-à-dire le 19 janvier 2017, on commence à me mettre des notations qui n'étaient pas à la hauteur de mes compétences, voire qui ont été faites pendant mes absences. Donc j'étais même pas là pour vérifier ou pour donner mon mot. Plus loin encore, c'est les maux de tête, les vomissements, parce que j'avais un glaucome, donc on me mettait toute la lumière directement sur mon bureau de travail. On ne respectait pas non plus les audits qui ont été faits. C'est la Fédération des aveugles de France qui sont venus dans mon lieu de travail, qui avait fait un audit. Puis après, il y a eu au moins 4 professeurs de Guy de Chauliac qui avaient écrit au maire, qui avaient écrit à l'administration. Et comme ils ne répondaient pas, c'est Maître Robert et aujourd'hui c'est Maître Barlois qui avait écrit au maire pour lui demander justement de vérifier les conditions de travail dans lesquelles j'étais. Peux-tu nous décrire en quoi les annotations étaient injustifiées? Qu'est-ce que l'on te reprochait? Est-ce que c'était un prétexte, ces annotations fausses, selon ton témoignage? Et quelles ont été ensuite tes relations avec l'équipe qui gérait les ressources humaines? Alors, tout a commencé à se dégrader au moment où j'ai déposé plainte, même pas. J'ai déposé plainte contre un élu de la République, suite à ses propos sexistes répétés. Et il savait que j'étais dans une fragilité administrative. Quand il a été auditionné, voilà,
le retour de bâton a été exécrable. C'est-à-dire que les pressions se sont redoublées à mon lieu de travail. La veille, j'étais notée, je me rappelle, c'était un 18 novembre 2016, vous êtes noté sur une année à la mairie. Hein. Très bien, bon agent, bonne implication, bonne contribution, vraiment les attributs que j'ai l'habitude d'avoir. Et puis tout à coup, il y a les vacances de Noël fin décembre 2016, et puis le 19 janvier, je me fais convoquer par la hiérarchie, et là c'est la direction générale des services, c'est la DRH, c'est 2 cadres de mon service pour me parler tout à coup de certains dysfonctionnements qu'ils ont rencontrés avec moi. Ma notation passe d'un très bon agent en 2 semaines de travail à un agent médiocre. C'est impossible, de tels propos. En fait, vu de l'extérieur, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas du tout l'administration, ni à Montpellier ni ailleurs, ce qui semble très surprenant, c'est cet amoncellement de CDD finalement. N'importe quelle entreprise aurait été condamnée sur autant de CDD. Donc, est-ce que pour que ça soit légal, c'est sur des changements de poste et d'attribution à chaque fois, puisque normalement des CDD à répétition sur un même poste sont normalement, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ce n'est pas autorisé. Comment est-ce que tu peux nous toucher un mot sur ce sujet? Alors concernant ce type de CDD, il faut savoir que moi j'étais, en tout cas sur le dernier poste, sur un poste vacant. Donc on peut titulariser. Les autres postes, c'est des postes de remplacement. Mais moi j'aimerais savoir, en 10 ans, on passe notre temps à remplacer, ça c'est pas tout à fait crédible. À savoir que je pouvais bénéficier de la loi Sauvadet, qui au bout de, je crois, 6 ans de fonction publique, on vous CDIse, ou alors on vous fait un contrat de titularisation. Pour mon cas à moi, je tiens quand même à remercier, parce que c'est quand même une maire qui est intervenue le 1er juin 2016 pour me faire un contrat de titularisation, ou plutôt de stagiairisation. Et tout à coup, vous savez, du 1er juin 2016 au 1er juin 2017, vous êtes censé en fait faire vos preuves. Et c'est pendant cette année-là qu'il y a eu cette descente aux enfers. Et 15 jours avant la fin de mon contrat, l'anniversaire de ma titularisation, il a signé un arrêté de licenciement, à 2 semaines près. C'est un peu... il aurait pu faire autrement. Il aurait pu faire un reclassement au niveau de la mobilité, parce qu'on a des agents, des fois, pour des raisons... vous savez, on a des agents qui ont des maladies, etc., donc on ne va pas les virer. Ou alors on leur propose une CAP pour les reclasser administrativement, ou alors trouver un autre poste pour pouvoir aménager leurs horaires, par exemple. Ilham, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'illégal dans la manière dont les choses ont été faites? Je ne parle pas forcément des propos sexistes, ça c'est une chose, mais je parle de la succession de CDD. Est-ce que c'était légal ou pas? Et est-ce que votre cas est un cas unique ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? En considérant également que la période dont vous parlez a été sur une période où se sont succédés plusieurs maires sur Montpellier. On est d'accord, puisque c'est depuis 1994. Non, 2007. Depuis 2007. Jusqu'en 2014, et après 2014 à 2017. Okay. Donc il y a eu plusieurs... Combien de maires, donc lesquels? Il y a eu... Alors j'ai eu Madame Hélène Mandrou qui, le 1er juin 2011, m'a proposé ma titularisation. Et en fait, elle faisait partie, comment dirais-je, ma titularisation faisait partie des lois, comment dirais-je, il y avait une vague de déprécarisation à la ville de Montpellier, des agents de la ville. Monsieur Sorel, d'ailleurs, faisait partie de la majorité. À l'époque, c'était la majorité PS qui avait proposé. Et là, on avait titularisé un grand nombre de personnes. C'était, voilà, surtout le service éducation. Je ne sais pas, il y a eu plus de 400 Peux-tu revenir agents. sur la légalité des CDD? Pardon? La légalité des CDD, est-ce que tout ce qui s'est passé est légal ou pas? Alors, si la loi... Du point de vue de la loi. Moi, alors je ne connais pas la loi à 200%, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a déposé une requête pour excès de pouvoir contre contre la mairie, parce qu'on estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
même si d'apparence le maire pourrait avoir peut-être droit de faire autant de CDD, je me pose la question, est-ce que, sur un point de vue éthique et par rapport à tout ce que j'ai apporté, par rapport à toutes les notations, les bonnes notations, est-ce qu'on n'aurait pas pu me sauver et me déprécariser à temps, et non attendre 2011, puis après 2014, puis après 2017. En réalité, ce travail aurait dû être fait déjà avant. Malheureusement, j'ai eu un accident dans ma vie personnelle qui a fait que j'ai dû solder cela de 72 absences. J'étais alitée, donc je ne pouvais pas. C'était impossible pour moi. Et ça s'est passé en 2011. Puis après, en 2012, on a repris les contrats. J'ai repris mon poste. Et on a continué à me faire des CDD, tout en approuvant et en utilisant mes projets. Ok, donc pour les CDD, on ne sait pas encore si c'est légal ou pas. Enfin, c'est une question que vous vous êtes posée. Par contre, donc vous parlez donc de harcèlement, donc qui est quand même au fort. Où en êtes-vous? Vous êtes sur quelque chose de judiciaire ou pas? Qu'en est-il? Alors juste pour reprendre Thierry, effectivement au niveau des contrats, si c'est légal ou pas, si c'est légal, je ferai jurisprudence parce que je trouve que c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Et je me battrai pour qu'il y ait jurisprudence. C'est pas normal. Ensuite, pourquoi je parle d'harcèlement et qu'est-ce que j'ai fait? Harcèlement par rapport à mon lieu de travail, par rapport à harcèlement administratif, par rapport aussi à des propos d'un élu. À la suite de son audition, la pression s'est redoublée à mon lieu de travail. On a touché également à mon poste de travail. Suite à son audition, qu'est-ce qui s'est passé judiciairement exactement? Alors, à l'heure actuelle, il aurait pu laisser les choses faire comme elles étaient, puisqu'il y a eu un classement sans suite, comme la plupart des diffamations. C'était pas non plus l'affaire du siècle, donc c'était une diffamation et puis affaire classée. Ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, il avait le droit de se retourner contre moi et saisir de manière à se porter partie civile. Moi aussi, je me suis portée partie civile également et l'affaire est en cours. Ça, c'est concernant la diffamation. Ensuite, il y a eu, lorsqu'ils m'ont fait tous ces changements et ils ont prononcé mon licenciement, il faut savoir que je suis rentrée au conseil municipal un 18 mai 2017, je le dis haut et fort, je suis venue. J'ai pris avec moi le livre, il est où d'ailleurs ce livre? Je crois qu'il est à l'intérieur. J'ai pris ce livre avec moi, il est à l'intérieur du... Non, sur le... Dedans. J'ai pris avec moi... Voilà. J'ai pris ce livre avec moi, Réparer la République. Je l'ai lu d'ailleurs. Ah d'ailleurs, il ne me l'a pas encore... je crois qu'il ne me l'a pas dédicacé. Et il n'a pas dédicacé, voilà. Donc je l'ai lu et moi j'y ai cru à ce qui est marqué dedans. D'accord? C'est Philippe Sorel, on est en 2015, des éditions Priva, oui, je vous fais la pub, c'est génial. Et je suis allée avec ce livre pour lui demander une seule chose, un rendez-vous. Parce que je ne comprends plus. On envoie des courriers, même par voie du huissier de justice, pour qu'ils comprennent qu'il y a un travailleur handicapé, une mère seule avec un enfant qui a besoin de s'accrocher pour son travail et qui fait en plus plein de choses pour la ville, puisque je rappelle que je suis la présidente du CLIX 34, et je vous ai déjà dit au début tout ce que je faisais à côté. Et je finis, après cette apparition au conseil municipal, je tiens à le dire à la tribune des citoyens, avant l'ouverture de séance, ça c'est important, ils n'avaient pas encore prononcé l'ouverture des séances, et j'ai fini comme ça. J'ai fini avec, au sol, une violence policière inouïe, je ne m'attendais pas. Il y avait des journalistes, il y avait un groupe d'étudiants, il y avait un membre de ma famille qui était avec moi, qui était complètement scandalisé. J'ai rien compris. J'étais juste venue pour demander, je tiens à le dire, avec ce livre, donc j'étais inoffensive, je n'avais pas des armes, rien, j'avais juste un livre qui s'appelait Réparer la République. Donc je suis venue dans une enceinte publique et je me fais contrôler 3 fois. Je tiens à dire quand même, on est dans une enceinte
public, le conseil municipal, et j'ai droit à des contrôles illégaux. Donc voilà, on m'a demandé à 3 reprises ma carte d'identité, que j'ai déclinée. Par la suite, j'ai appris qu'un membre du cabinet avait envoyé un SMS au directeur de cabinet à l'époque, monsieur Manuel Fabrice, je crois, ou Fabrice Manuel, je ne me rappelle plus. En tous les cas, qu'il avait reçu effectivement un SMS comme quoi il y avait ma présence en haut. Ce que j'ai à dire également, cette agression a fini également par une plainte qui est déposée directement depuis le cabinet barlois chez le procureur général de Montpellier. Aujourd'hui, quel poste occupez-vous exactement? Par qui êtes-vous employé? Alors actuellement, je travaille pour une structure dont je ne dirai pas son nom, parce que justement, je vais vous dire pourquoi. Parce que les violences, ils étaient internes, et parfois j'ai des violences externes. C'est-à-dire que des membres de la majorité se permettent des fois de me piquer. J'ai des preuves à chaque fois, j'ai des serfages, j'ai tout ce qu'il faut. Si on veut m'attaquer ici, là, maintenant, en direct pour diffamation, je n'attends que ça. Allez-y, parce que j'ai ce qu'il faut. J'ai des preuves des attaques que je reçois, donc du coup je ne peux pas dire la structure avec qui je travaille, mais elle est conventionnée avec le département de l'Hérault, qui a pour mission de garantir l'accès à la mobilité pour tous. Ok, merci Ilem. Alors peux-tu maintenant nous toucher un mot sur le livre à proprement dit, donc comment cette idée t'est venue, et ensuite que contient-il pour ceux qui seraient tentés de l'acheter? Alors dans une première partie, ça parle de d'où je viens, pour savoir qui je suis, il faut savoir d'où je viens, comprendre. Alors je suis de Strasbourg. J'ai grandi dans une famille assez heureuse. Et puis j'ai fait mes études, j'ai travaillé, etc. Et quand je suis venue à Montpellier, je suis venue avec ma valise, comme on dit, et je me suis installée sur le quartier Saint-Martin. Dans ce livre, on parle aussi, alors on parle de l'administration, les faits, on parle des faits, pas de jugement, on est dans les faits. Et dans un second temps, comment s'en sortir du harcèlement et qu'est-ce qui a provoqué aussi toute cette déferlement sur ma personne. On parle également, pour un peu plus, on parle de communautarisme, puisqu'après tout, quand vous regardez bien mon affaire de près, en fait, j'ai jamais eu vraiment de problème avec des Philippe ou des Thierry. Moi, j'ai eu des problèmes avec des Abderrahman. Voilà, c'est avec des gens comme ça que j'ai eu des problèmes. Pas parce qu'on a une couleur de peau différente, non, mais je me pose la question, s'il n'y a pas un problème d'identité et le fait qu'on me renvoie à chaque fois à l'image de la maghrébine, c'était tout le temps ça. Est-ce que des fois c'est pas un défaut d'incompréhension? Est-ce que comment on s'identifie? Ça c'est important de pouvoir le soulever. Dans le livre, je parle également de tout ce que Montpellier a apporté, le vivre ensemble. Il y a beaucoup de jumelages qui ont été faits, avant l'arrivée de M. Sorel et pendant, aujourd'hui, dans la mandature de M. Sorel. Il faut aussi dire qu'avec M. Sorel, juste pour revenir dans l'administration, il faut dire, ça c'est clair, net et précis, il a bien fauté les cadres. Bon, ça, il l'a fait comme il fallait, mais bon, les syndicats, tout ça, n'ont pas été toujours, pour moi, n'ont pas été à la hauteur. Dans un dernier temps, je parle également, réparer la République, je réponds, liberté, égalité, fraternité, je réponds à réparer la République de ma manière à moi, avec des idées, pour justement lutter contre le communautarisme. Alors, attention, quand je parle de communautarisme, il n'y a pas que le communautarisme ethnique, on parle également le communautarisme, ça peut être aussi la franc-maçonnerie, ça aussi c'est important de le souligner, il y a quand même une forte majorité, on entend parler de ça. Moi, quand j'étais en Alsace, on n'entendait pas trop parler de ça, enfin, c'est qu'une suggestion, c'est qu'une remarque de ma part. Aujourd'hui, être victime, j'ai l'impression, c'est être inférieur aux autres.
Moi, j'ai l'impression d'être victime, c'est être inférieur. Et quand je parle d'harcèlement, on est vraiment sur... on parle de toutes les attaques que j'ai subies, les humiliations, les violences externes, les violences internes, jusqu'à finir dans un brancard. Enfin, il faut le faire. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et surtout, on a déconsidéré les choses. Pas un moment, on a respecté ma dignité avec cette affaire. Je ne sais pas quel est le ressenti de M. Sorel, parce que c'est lui, à la fin, finalement, qui a tranché. Et sur l'arrêté de licenciement, c'est sa signature. Voilà, il a des responsabilités et il est normal qu'aujourd'hui je demande des explications devant la justice, puisque je n'ai pas pu les avoir dans son cabinet et encore moins lors d'un rendez-vous. C'est carrément impossible. Alors qu'attendez-vous de ce live sur Montpellier Politique, qui est un peu une première? En effet, Montpellier Politique donnera la parole à des citoyens, des citoyennes, des élus, peu à peu, à travers une petite équipe qui est en train de se mettre en place, toujours dans un climat de très grande ouverture et non partisan. Alors déjà, le Facebook Live, ça me permet déjà de m'exprimer, de libérer la parole, de voir peut-être qu'il y a des gens qui ont subi les mêmes passages que j'ai subis professionnellement. J'ai aussi l'occasion de me donner mon point de vue. Aujourd'hui à Montpellier, moi je pense qu'il y a, ça c'est mon point de vue encore une fois, il y a un communautarisme incroyable. Je suis des fois choquée quand je vois. Et il y a un enclavage des quartiers. Il n'y a pas vraiment d'opposition. La seule opposition que je vois aujourd'hui, c'est celle des citoyens. Ça, je tiens à le dire. Et effectivement, le maire donne l'occasion à des réunions publiques de s'exprimer. Alors, c'est à prendre ou à laisser, mais en tout cas, il s'exprime. Et ça, c'est vrai qu'il faut reconnaître que les réunions publiques, c'est utile pour cela. Ça fait 1 an que j'y vais plus, je ne sais même pas si on a encore, mais j'ai pris beaucoup de recul et ce Facebook Live permet aussi de donner une appréciation et aussi faire tomber les préjugés qu'on a sur les gens. Voilà, une femme issue de l'immigration, est-ce que forcément il faut toujours lui lancer ça dans le visage? Oui, je m'appelle Ilem, je suis fière de le dire, mon père vient du Maroc, on a eu une très bonne éducation et effectivement il y a une forme de stigmatisation à chaque fois qu'on lance des sujets sur Montpellier Politique, sur les migrants, sur les immigrés, on mélange tout, on mélange que nous, moi je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai 2 cultures, j'ai une culture française, j'ai une culture marocaine, j'ai peut-être même plus, puisque j'ai aussi l'Allemagne, parce que j'ai grandi du côté Strasbourg, c'est frontalier. Donc, quelque part, ce Facebook-là permet aussi d'avoir une transparence dans ces combats, des combats de femmes et aussi de citoyennes, tout simplement. Très bien, merci Ilem Gouli pour ce témoignage.